Kelele, 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 makelele te. Kelele, kelele, bango wana bazoya. Abomba mbongo nasi alibanga ebembe. Bayebisaki kokotela e. Otep, Mbote, bonjour la famille. C'est bien moi ici, Tunde, Baba Tunde pour les intimes et moi Nanka pour ceux-là qui me suivent sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui ont pris leur temps de pouvoir suivre cette vidéo. Et je veux vous demander justement de pouvoir partager cette vidéo. Parce que je me suis pris la peine tout simplement de pouvoir vous donner quelques analyses que j'ai fait de ce sommet qui est le sommet Afrique-France qui s'est déroulé à Montpellier le 8 octobre, je pense. Le 8 octobre. Donc ici, je me suis pris la peine parce que voilà, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont montré leur indignation là-dessus. Et j'aimerais tout simplement vous présenter la vision, la conclusion de l'Opan Oranka par rapport à ce sujet, par rapport à ce sommet. J'aimerais tout simplement que vous compreniez que ça ne suffit plus de se dire qu'on est indigné par rapport à quelque chose ou qu'on n'est pas content par rapport à quelque chose. Il faut pouvoir expliquer ces phénomènes dans un contexte un peu plus scientifique. Il faut pouvoir exprimer son indignation dans un contexte scientifique. Expliquer les gens, parce que les gens doivent comprendre. La plupart des gens ne comprennent pas, parce que la plupart des gens ne connaissent pas le panafricanisme. S'il y a des gens qui se mettent dans des situations pareilles, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Tout le monde n'a pas eu la chance d'étudier le panafricanisme. Moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance, parce que ça fait 13 ans, 14 ans que j'étudie le panafricanisme. Donc, du coup, je peux décortiquer certains comportements de nos confrères qui se disent aussi panafricanisme, et je peux les situer dans le temps. Et du coup, je me suis vraiment pris le temps de vouloir vous expliquer cela dans un contexte scientifique. Donc, ce que je vais évoquer ici, c'est que nous devons comprendre une chose. En tant que panafricain, on doit comprendre la base. La base, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des tendances du panafricanisme. Il y a deux tendances qui se sont imposées dans le panafricanisme. Deux, Moko Mibale, deux tendances. La première, c'est la tendance des intégrationnistes. D'abord, la tendance des intégrationnistes, puis on a une tendance des révolutionnaires. Ça veut dire qu'on a deux tendances du panafricanisme qui s'est cristallisée et qui se sont imposées jusqu'à nos jours. C'est le cas. Sauf qu'à nos jours, cela n'est pas articulé parce que les gens ne prennent pas le temps de vraiment étudier le panafricanisme et de la décortiquer et de l'exprimer comme tel aussi, de l'expliquer comme tel. Donc, nous avons d'un côté les intégrationnistes et nous avons de l'autre côté les révolutionnaires, ce que nous caractérisons comme les révolutionnaires. Les intégrationnistes sont aussi des panafricains, mais qui sont plutôt dans la tendance et dans la compréhension du fraternalisme, donc de la fraternité plutôt. Ils ne veulent pas avoir des problèmes, ils ne veulent pas rentrer en confrontation avec le colon ni le maître. C'est qu'eux, ils veulent une forme ou une sorte de fraternité. Et cela s'explique aussi par leurs besoins, leur volonté d'à chaque fois dire « Mais nous, le Mali, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la France, c'est une histoire commune. Nous avons souffert ensemble et nous émergerons ensemble. » Un peu comme la sœur Fatou que j'ai beaucoup de respect, qui disait que oui, où nous vivrons ensemble et nous survivrons ensemble, ou nous mourrons ensemble. C'est un petit peu ça la logique des intégrationnistes. En fait, j'espère que vous me comprenez ou bien vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les intégrationnistes ont aussi très mal de se faire aussi d'articuler une critique tangible et totalement compréhensible envers l'impérialisme. Vous vous rappelez de Sankara, chaque deuxième mot c'était engagé et dirigé vers l'anti-impérialisme qui justement formait aussi son verbe de l'anti-capitalisme. On n'entend plus cela ou bien on entend très peu cela et surtout pas cela par rapport aux révolutionnaires ou non, par rapport aux panafricanistes, intégrationnistes de l'époque aussi, tout comme d'aujourd'hui.
Donc, ce besoin d'être de paternalisme du maître, ce besoin d'être guidé par le maître, ce besoin d'être orienté par le maître, ce besoin d'être accepté par le maître, cela s'exprime aussi du camp des intégrationnistes. Les pères fondateurs de cette idéologie intégrationnisme du panafricanisme, on peut les citer, que ce soit Senghor ou Fouad-Boigny, vous ressentez très clairement dans leurs verbes le besoin d'être accouplé, le besoin d'être considéré, le besoin d'être vu comme une province de France, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. On ressent ça dans leurs verbes. Toute personne qui veut se documenter par rapport à ça, il y a une littérature énorme que Senghor ou Fouad-Boigny ont pu laisser ou qui témoigne justement de ce besoin de paternalisme. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de l'autre côté, de l'autre fraction qui explique un petit peu la vision de ce que je suis. C'est la fraction des révolutionnaires. Les révolutionnaires sont représentés par des personnes comme Lumumba, comme Sankara, comme Amilcar Cabral. Ce sont des personnes qui sont plutôt pour une rupture totale envers l'Occident, envers le maître. Une rupture totale. Mais cette rupture totale s'explique. Ce n'est pas juste une rupture totale ou une volonté de rupture qui s'exprime sans raison. C'est une rupture une fois que ces gens-là, c'est une rupture qui se cristallise parce que ces gens-là, ils ont cherché le dialogue avec le maître. Mais leurs exigences, leurs demandes étaient quoi? De pouvoir discuter avec le maître égal à égal. Et le maître leur a très clairement fait comprendre qu'il n'est pas possible de discuter avec le maître égal à égal. Et l'exemple la plus bref de cela, c'est l'histoire de Sékou Touré. Sékou Touré était fait par... De Gaulle a fait passer Sékou Touré comme un mauvais fils. Un enfant mal éduqué. Un enfant mal éduqué. Pourquoi? Parce que De Gaulle n'acceptait pas... parce que Sékou Touré, n'acceptait pas comme les autres les conditions que la France exigeait pour vous pouvoir nous donner cette autonomie ou bien cette indépendance. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? De Gaulle, la France, a fait des coups bas au Guinée de l'époque. Hein? Au Guinée de l'époque. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que la Guinée de l'époque exprime tout simplement l'expression de la Guinée d'aujourd'hui. Mais bref, je vais pas quitter ma ligne d'explication. Donc la rupture totale, ces gens-là voulaient. La rupture totale, c'est l'exigence des révolutionnaires. Ouais. Et puis les révolutionnaires d'aujourd'hui, qu'est-ce qui exprime la volonté des révolutionnaires d'aujourd'hui? C'est qu'ils ont le verbe pour articuler la question de réparation. La question de réparation pour pouvoir aller en avant. Donc il y a reconnaissance d'abord des faits qui ont été commis. Suite à cela, on doit s'engager à une réparation parce que quand on reconnaît qu'on a fait un crime, eh bien il y a quelque chose à payer pour ce crime-là, ça s'appelle la justice. On doit payer pour ce qu'on a fait. Et cela s'exprime dans les sociétés que nous vivons partout dans le monde. C'est une normalité dans toutes les cultures confondues. Eh bien quand on reconnaît qu'on a fait des crimes, on reconnaît les crimes qu'on a fait, qu'on a effectués, et suite à cela, il y a une réparation qui doit être effectuée. Et c'est seulement après la réparation, après que tu as passé 10 ans en prison du fait que tu as cambriolé une banque, eh bien, tu es admis à la société et on peut dialoguer avec toi. Même si ce dialogue se fait avec des restrictions, mais on peut dialoguer avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a reconnaissance de crime, il y a réparation. Suite à ça, on peut penser à un dialogue. Et c'est exactement ça. C'est ça que la peur des intégrationnistes vue par rapport aux révolutionnaires, c'est cela. C'est la raison pourquoi les intégrationnistes appellent les révolutionnaires comme nous, comme moi, comme étant des aigris, des haineux, des revanchards, des gens qui veulent prendre leur revanche. Mais en fait, ils ne comprennent pas que l'attitude que les révolutionnaires ont de réclamer reconnaissance, justice et puis réconciliation, c'est une forme de... C'est l'humanisme, c'est le Ubuntu. C'est un fait qui est ancré dans toutes les civilisations humaines. Il n'y a rien de spécial là-dedans de réclamer
reconnaissance, et puis réparation, et puis, et puis réconciliation. Bref. Donc, du coup, ces révolutionnaires remettent la question de réparation en avant, et cela les rend plus répugnants, allez, acceptables. Et surtout, cela nous démontre quoi? Que la question de l'autodétermination, parce qu'ils demandent l'autodétermination en demandant tout cela. Être autodéterminé, c'est l'autosuffisance. On revient à Sankara, le panafricanisme même, le panafricaniste même. Sankara, il parle de l'autosuffisance. Donc du coup, ces gens-là, qui sont les intégrationnistes, ils ont justement mis au monde cette idéologie qui fait en sorte que nous avons une fraction du panafricanisme qui peut accepter le dialogue avec le maître sans pour autant avoir rempli les conditions qui feront en sorte que, sans pour autant que le maître puisse remplir les conditions, les exigences qui feront en sorte qu'on puisse se mettre à table et discuter égal à égal avec le maître. Donc ça veut dire que on a une fraction de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, oui, tout simplement la lutte. Parce que la petite sœur qui dit, une petite sœur brillante, la petite métisse malienne, qui disait que oui, moi je n'ai pas vécu la colonisation ni l'esclavage. Donc elle disait ça d'une manière à plaire l'Occident, si vous voyez bien ce que je veux dire. Le choix au président français de dire nous allons changer. C'est nous qui allons changer. Et lui, il n'aura pas le choix que d'accompagner ce changement-là. Parce que c'est dans ce changement que nous avons ces intérêts mutuels-là. C'est dans ce changement qu'il y aura ce dialogue franc. Donc oui, les temps ont changé. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui est consciente, qui est libre, qui n'a pas vécu la colonisation, qui n'a pas vécu l'esclavage, qui parle aux jeunes Français égal à égal, qui parle au président français égal à égal. Donc oui, la situation va changer. D'une manière de ne pas être écarté du dialogue. Mais nous qui sommes des traditionalistes africains, nous savons que le crime que moi je commets, c'est un crime qui va suivre ma descendance. Il y a le lien de sang et il y a le lien aussi au niveau d'énergie. Et c'est d'ailleurs ce lien au niveau d'énergie énergétique qui fait en sorte que la France a aussi de mal de convaincre la jeunesse africaine d'adhérer à son plan machiavélique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'autosuffisance, on parle de Sankara. Les révolutionnaires veulent s'autosuffire. Ils ne veulent pas du paternalisme français. Et ils ne se reconnaissent pas à l'histoire de la France. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, c'est de l'autre côté. Moi, j'ai grandi, je suis née dans une banlieue française du 94. Je suis une fille qu'on appelle dite de cité. Donc moi, j'ai vu l'Afrique autrement. Je l'ai vu d'abord par mon père, qui m'a raconté que jusqu'à ses 17 ans, il était indigène. Et je l'ai vu aussi me dire à quel point j'avais la chance d'être française. Donc j'ai dû composer avec ça. Et puis, aujourd'hui, avec toute cette articulation, aller à Madagascar, pour moi, c'était un rite initiatique. J'ai découvert ce que c'était l'appel du sang, l'appel de la terre. Revenir en France, c'est exactement pareil. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour toutes les personnes qui ont ces deux altérités, c'est un tout. À chaque fois que la France saigne, nous aussi on pleure. À chaque fois que l'Afrique saigne, nous aussi on pleure. Et fondamentalement... La famille, vous avez entendu, hein, vous venez d'entendre l'intervention de la jeune sœur. Donc, je répète, hein, elle dit très bien, elle dit très clairement qu'à chaque fois que la France saigne... donc, à chaque fois que la France pleure, nous aussi on pleure. À chaque fois que l'Afrique pleure, nous aussi on pleure. Mais en fait, il y a un manquement dans son éducation qui fait qu'elle n'arrive pas à comprendre que les intérêts des nations ne sont pas des intérêts liés à des sentiments, des populations métissées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je suis encore très gentil dans mes propos. La question des binationaux, c'est un grand souci. Ça va être un grand souci pour l'Afrique dans le temps à venir. Parce que effectivement, il y a un souci qui est lié aux binationaux du fait qu'ils ont grandi en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Ils ont des sentiments émotionnels liés à leur pays adoptif, ou bien ils sont issus de deux parties. Et du coup, il y a
un sentiment de choix où ils doivent prendre une décision liée au pays d'adoption qu'ils ont. Mais ici, la question est que la jeunesse africaine, là je parle aux binationaux, moi je ne me considère pas comme un binational, je vis depuis mes 6 ans ici en Europe, mais je ne me considère pas comme un Européen, je me considère comme un Africain qui vit en Europe et je n'ai pas un problème avec ça, ça ne me dérange absolument pas. Mais je parle des binationaux, pas de ces assimilés-là qui pensent qu'ils sont français parce qu'ils vivent depuis 10 ans en France ou allemands parce qu'ils vivent depuis 15 ans en Allemagne. Je parle des binationaux, des métissés, parce que vous avez bien entendu la sœur, elle est apparemment une sorte de métisse culturelle. Eh bien moi je veux vous dire une chose. Il y a dans ce monde 2 fractions ou 2 formes de nations. Il y a les dominés. Les dominés, ce sont les pays de laquelle nous sommes issus. Et ceux qui dominent, les dominants, des pays oppresseurs, des pays qui imposent une vision du monde, une vision économique, une vision des choses, ce sont des pays capitalistes auxquels appartient la France impérativement, parce que la France est un leader qui est issu du rang de ces pays-là. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Europe, bref. Ce sont des pays qui sont dominateurs, ce sont des pays qui sont oppresseurs parce que ce sont des pays qui se sont construits via au labeur des pays de laquelle nous sommes issus, des pays africains, des pays asiatiques, et des Amériques du Sud et Amérique du Nord, etc., avant qu'ils se fassent décimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ce n'est pas une question de sentiment, oh moi je suis ceci, cela, moi je suis ceci, non. J'ai grandi en France, j'ai grandi au 9-4 au building ceci, j'ai grandi à Saint-Saint-Denis, moi j'ai grandi au Danemark dans un building, moi j'ai grandi en Allemagne dans un... Non, c'est une question des nations opprimées et des nations opprimantes. Et du coup, ça n'a pas de sens, l'argument que la sœur elle donne. Et c'est encore plus décevant de savoir que c'est une sœur qui a acquis une forme d'éducation qui devrait en fait la rendre... allez, on va dire une sœur instruite par rapport aux enjeux géopolitiques. Le seul moment où les révolutionnaires se reconnaissent à l'histoire de la France, où ils relient leur histoire, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Congo, le Brazza, etc., avec la France, c'est le moment où c'est pour leur dire que vous êtes les colons et nous sommes les colonisés. Vous êtes les dominants et nous sommes les dominés. Et si vous voulez changer ce rapport, si vous voulez qu'on puisse dialoguer avec vous, vous devez d'abord prendre la peine de changer ce rapport. C'est en ce moment-là qu'on aura la volonté et on est censé à pouvoir dialoguer avec vous. Parce que la jeunesse africaine, vous devez comprendre que le monde nous voit. La relation que le monde aura avec nous, c'est par rapport à la manière comment nous allons nous comporter avec nos anciens bourreaux. Surtout avec la France, parce que c'est le bourreau. Donc quand la Chine, quand l'Inde, quand les autres pays nous voient, qu'on se comporte d'une manière très lâche et laxiste envers nos bourreaux coloniaux, parce que ce n'est pas de cette manière-là que la Chine s'est comportée, eh bien ces gens-là, il ne faut pas s'étonner par après que ces gens ne nous respectent pas. On respecte une personne qui se respecte. On ne respecte pas une personne qui ne se respecte pas. Notre attitude, l'attitude que nous avons aujourd'hui envers nos bourreaux, c'est cela qui va faire en sorte que le monde entier puisse nous respecter ou pas. Juste une anecdote. Donc du coup, la différence que je viens de vous citer entre les intégrationnistes et les révolutionnaires démontre clairement que nous avons 2 vagues du panafricanisme qui ont commencé déjà à l'époque et qui s'expriment encore aujourd'hui. À l'époque, pourquoi? Parce que même entre Garvey et Dubois, W.B. Dubois, il y a une différence d'idéologie. Tous les 2 panafricanistes, l'autre était plutôt pour un dialogue et l'autre était plutôt pour une indépendance et une rupture totale, le rapatriement vers l'Afrique. Donc cela suscite beaucoup de temps de recherche avant de pouvoir se prononcer par rapport à ce sujet. Et puis, il y a un truc que j'aimerais vraiment exprimer, je vais terminer avec ce sujet, ou par rapport à ce sujet.
Vous voyez bien l'hystérie qui règne par rapport aux tirailleurs. Vous remarquez très bien qu'il y a une date bien précise où les Congolais vont commémorer les soldats congolais à l'époque qui sont tombés à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre, plutôt à la Première Guerre mondiale, les Congolais. Les Sénégalais qui sont dans la diaspora, même au pays, qui vont commémorer la mémoire de ces Sénégalais qui ont été déportés en France pour pouvoir se battre et finir comme... et mourir vraisemblablement et être au premier front de la guerre 14-18, etc., etc. Et cela a marqué notre mémoire, cela marque notre mémoire. Ça veut dire qu'on commémore des gens. J'ai le respect pour ces personnes. Je respecte énormément les tirailleurs. Mais c'est des gens qu'on a mis à titre d'héros. Pourquoi? Parce que ces gens ont eu des couilles d'aller combattre pour le maître en Occident que plutôt de combattre le maître chez nous, en Afrique. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette stupidité. Je ne sais pas, parfois je me dis peut-être que Toundé, toi tu es fou. Et tu as des réflexions comme ça que les gens ne comprennent pas parce que tu es malade. Mais essayons un petit peu de comprendre. Donc toi tu viens chez moi, tu me violes, tu me braques, tu me domines chez moi. Moi, et tu m'obliges, tu as un problème avec tes confrères là-bas en Occident ou je ne sais pas où. Et tu m'obliges d'aller en guerre et de me battre pour toi là-bas. Je termine comme de la volaille assassinée parce que tu me mets au front en première ligne. Et les survivants qui restent reviennent chez eux à la maison. Et mes enfants, qui se font déjà dominer chez moi à la maison, exploiter chez moi à la maison, doivent me traiter comme un héros. Non, il faut arrêter. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi, Toundé, ma tête, elle fonctionne peut-être pas bien. Je suis peut-être fou. J'ai peut-être une vis qui n'a pas été bien remis dans ma tête. Mais je trouve que ça n'a pas de sens. Les tirailleurs, on les respecte. Moi, je les respecte parce que c'est mes ancêtres. Mais ce ne sont pas nos héros. Dans chaque culture humaine, dans l'humanité, sur ce globe, les premiers héros d'une nation sont les martyrs. Les premiers héros d'une nation sont les martyrs. Les tirailleurs ne sont pas des martyrs parce que le martyr, c'est les gens qui sont morts pour la cause commune d'un pays. Ça veut dire que si toi, tu viens m'attaquer chez moi à la maison, j'essaye de contrarier ton attaque et par rapport à ça, tu me tues. Moi, ma famille doit me voir, doit m'apercevoir comme étant un héros. Donc, je suis un martyr parce que je suis mort à l'intérêt des miens. Mais c'est pas que toi, tu veux m'attaquer chez moi, tu me domines, tu me fais devenir esclave chez moi, tu as des problèmes avec tes cousins, tes cousines, tu m'appelles, pop, tu m'obliges à aller au front, j'ai pas les couilles déjà de te confronter chez moi, mais je suis les couilles pour aller mourir pour toi contre les Boches, contre les Allemands. Et je reviens à la maison et ma famille me traite d'héros. Non, tout en étant encore esclave. Non, je pense que c'est toute une compréhension des choses, c'est toute une compréhension du monde. C'est toute une compréhension du système, tout simplement, notre manière de concevoir les choses. Et c'est la raison pourquoi moi je me plonge plutôt dans le travail d'éveiller l'homme noir dans le contexte spirituel. Parce que je ne peux pas comprendre que ce genre de choses aussi basiques, nous avons du mal à décortiquer cela et nous avons du mal à le comprendre. Donc, suite à cette vidéo, ou bien à l'épisode de cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et je vais sûrement revenir avec la suite de cette vidéo, mais il y a tellement de choses à dire que je préfère m'arrêter là et le reste, c'est pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, Otep, Black Peace and Black Power à la famille. Peace.